Il pourrait vous surprendre de savoir que les bombes atomiques larguées sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale étaient là des centaines de fois moins puissantes que certaines des armes nucléaires en circulation aujourd'hui. À ce propos, quel pays possède les armes nucléaires les plus puissantes et qui est prêt à les utiliser? C'est apparemment une question récemment populaire. Mais quant à savoir quel président, premier ministre, dirigeant, dictateur ou fou est prêt à vraiment appuyer sur le bouton, c'est difficile à dire. Mais nous avons une assez bonne idée de qui a le plus d'armes nucléaires dans son arsenal et de quel type d'armes il s'agit. Le dernier compte-rendu, en gardant à l'esprit qu'il a été autodéclaré, place la Russie en tête avec 5889. Les États-Unis arrivent en deuxième position avec 5244 et la Chine se classe en troisième position avec 410. 6 autres pays possèdent également des armes nucléaires et il s'agit de la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord. Encore une fois, ces chiffres sont des estimations basées sur des renseignements recueillis et des autodéclarations, ce qui signifie que chacun de ces pays pourrait avoir un peu moins ou un peu plus caché dans la Manche. En faisant rapidement les calculs, nous trouvons que cela fait plus de 12 500 ogives nucléaires en circulation, dont près de 3 000 sont, selon les rapports, déployées pour une utilisation militaire stratégique. Ces armes nucléaires peuvent être utilisées par les États-Unis et la Russie, ce qui signifie qu'elles peuvent être attachées et livrées par des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles balistiques lancés par sous-marins, ou elles peuvent être larguées depuis un avion bombardier lourd. La partie vraiment effrayante est que si même une petite part de ces armes était lancée, cela signifierait probablement la fin du monde. Et malheureusement, compte tenu de l'état actuel de la politique mondiale, il ne semble pas que nous allons connaître la paix mondiale de sitôt. Alors, à quel point les armes nucléaires modernes sont-elles puissantes et comment se comparent-elles aux dispositifs développés, testés et ou utilisés tout au long de l'histoire? Avant de répondre à cette question, jetons d'abord un coup d'œil à comment nous en sommes arrivés à l'état de prolifération nucléaire dans lequel nous nous trouvons actuellement. Le développement des armes nucléaires a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale avec le projet Manhattan, un programme de recherche et de développement top secret américain dirigé par le général Leslie Groves et le controversé physicien J. Robert Oppenheimer. Le projet a été nommé d'après le district d'ingénieurs de Manhattan de l'armée de terre des États-Unis, qui était responsable de la gestion globale du projet. À la fin des premières bombes atomiques, en 1945, les États-Unis n'ont pas hésité à les utiliser, les larguant sur 2 villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, dans le but de forcer le Japon à se rendre inconditionnellement et de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Juste 4 ans plus tard, intensifiant considérablement la guerre froide, l'Union soviétique a réalisé son premier essai d'armes nucléaires. Le Royaume-Uni a suivi en 1952, puis la France en 1960 et la Chine en 1964. Pour contenir la propagation de la technologie nucléaire, initiée par eux dans les années 1940, les États-Unis et d'autres nations alliées ont établi le traité de non-prolifération nucléaire, TNP, en 1968. Cela a été suivi par le traité d'interdiction des essais nucléaires, TISE, en 1996. Essentiellement, le TNP stipule que seules les nations qui ont fabriqué et fait exploser une arme nucléaire ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires avant le 1er janvier 1967 ont le droit au statut d'État doté d'armes nucléaires, toutes les autres nations étant automatiquement considérées comme des États non dotés d'armes nucléaires. Les 5 États nucléaires, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, les seuls pays autorisés à posséder des armes nucléaires, avaient la tâche d'encourager les États non nucléaires ou technologiquement capables à renoncer à leur développement ou acquisition. Cela inclut des pays comme l'Inde, Israël, le Pakistan et peut-être d'autres qui n'ont jamais signé le TNP, mais qui possèdent actuellement leur propre arsenal nucléaire. D'autres contrevenants du TNP sont l'Irak, qui a initié un programme nucléaire secret sous Saddam Hussein avant la guerre du Golfe Persique, ainsi que la Corée du Nord, qui a annoncé son retrait du TNP en janvier 2003 et qui a depuis réalisé un certain nombre de tests d'armes nucléaires réussis. L'Iran, la Libye et la Syrie sont également tous soupçonnés d'avoir mené des activités de tests nucléaires secrets, violant les termes établis par le traité. Le CTBT, plus récent et plus complet, interdit quant à lui tous les essais d'armes nucléaires ou toute autre explosion nucléaire n'importe où dans le monde. Depuis que le traité a été ouvert aux signatures en septembre 1996,
Il a été signé par 187 nations et ratifié par 178. Cependant, le traité ne peut être pleinement appliqué qu'après sa ratification par 44 nations spécifiques. Or, 8 pays font toujours de la résistance. Il s'agit de la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, Israël, l'Iran, l'Égypte et les États-Unis. Actuellement, toutes les ogives nucléaires possédées par les deux plus grands acteurs, les États-Unis et la Russie, sont comptabilisées selon les directives établies dans le nouveau traité de réduction des armes stratégiques, également appelé New START, qui a été signé par les deux parties le 8 avril 2010. Ce traité permet à chaque pays d'inspecter l'arsenal nucléaire de l'autre pays pour vérifier que l'accord sur les armes est respecté. Le traité stipule également que les deux pays communiquent régulièrement sur d'autres équipements militaires avancés et opérations, dans l'espoir d'éviter tout malentendu ou accident. Cependant, peu de temps après l'invasion de l'Ukraine en février 2023, la Russie a annoncé qu'elle suspendrait toute inspection extérieure, violant ainsi effectivement les termes de son accord avec les États-Unis. Mais Poutine a tout de même ajouté, au moins, qu'il n'augmenterait pas l'arsenal nucléaire actuel de la Russie, et donc qu'il n'abandonnerait pas entièrement le traité. New START, lorsque tout le monde accepte de jouer le jeu, ne limite pas le nombre de ICBM et de SLBM non déployés que chaque pays peut posséder. Mais il permet de les surveiller, avec la coopération des deux côtés, en fournissant des informations à jour sur leurs emplacements. Cela inclut des inspections sur site pour confirmer qu'aucun n'a été ajouté aux arsenaux stratégiquement déployés de chaque pays. Le traité comprend également certaines restrictions pour les missiles et les lanceurs non déployés, et définit des normes d'étiquetage dans l'espoir de réduire la possibilité qu'ils puissent être dissimulés. Maintenant, de quel type d'armes parlons-nous ici? Les traités récents, notamment le New START, sont susceptibles de réguler l'arsenal nucléaire. Les armes restreintes par New START diffèrent de celles développées et testées au Nouveau-Mexique en juillet 1945. Honnêtement, ils font ressembler ces armes nucléaires de première génération à des pétards. Contrairement aux variantes plus modernes, ces armes originales étaient strictement des bombes à fission, communément appelées bombes atomiques. Ces dernières utilisaient une explosion pour compacter un combustible nucléaire déjà dense, généralement des isotopes d'uranium-235 ou de plutonium-239, pour initier une réaction de fission en forçant ces isotopes à se rejoindre et à diviser le noyau d'un atome, ce qui déclencherait alors une réaction en chaîne où de plus en plus d'atomes commencent à se diviser et, dans le processus, à libérer une quantité énorme d'énergie. C'est une paire de ces bombes atomiques que les États-Unis ont larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945, tuant entre 110 000 et 210 000 personnes. Le monde a été choqué. Personne n'avait jamais vu une dévastation de cette ampleur auparavant. En fait, les membres du projet Manhattan ont dû créer de nouveaux termes pour décrire la puissance explosive de ces nouvelles bombes. Le mieux qu'ils pouvaient faire, était de mesurer le rendement explosif de ces nouvelles bombes par rapport à un bâton standard de trinitrotoluène, communément appelé TNT, d'où nous avons obtenu kilotonnes représentant 1000 tonnes de TNT et mégatonnes 1 million de tonnes. La bombe atomique larguée sur Hiroshima, surnommée Little Boy, qui est descendue en parachute et a détonné à environ 610 mètres au-dessus de la ville, contenait environ 64 kg d'uranium surchargé. Mais lorsqu'elle a explosé, elle a délivré une énergie équivalente à 15 000 tonnes de TNT et a décimé tout dans un rayon de 8 km². Environ 70 000 à 135 000 personnes ont été tuées dans l'explosion, beaucoup instantanément, tandis que des dizaines de milliers d'autres sont mortes plus tard de leurs blessures ou d'une exposition aux radiations. Plus puissante que Little Boy était la bombe lâchée sur Nagasaki. Appelée Fat Man, ce dispositif a été conçu pour générer une explosion de 22 kilotonnes. Cependant, la dévastation globale qu'il a produite était en réalité moindre que celle observée à Hiroshima, en raison de la topographie montagneuse de Nagasaki, qui l'a protégée à un certain degré, en réduisant l'effet global de la bombe et en limitant la destruction à environ 4 km². Néanmoins, entre 60 000 et 80 000 personnes ont été tuées, du fait de l'exposition aiguë à l'explosion et des effets secondaires à long terme de sa radiation. Mais vous vous demandez peut-être, comment se présenteraient les effets d'une telle explosion aujourd'hui? Hypothétiquement, si la plus petite de ces deux bombes était détonée au-dessus, disons de Los Angeles, l'explosion qui en résulterait tuerait immédiatement environ 100 000 personnes, et toute personne et tout objet à l'intérieur de la boule de feu nucléaire, qui aurait un rayon de 190 mètres, soit près de 600 pieds, et qui serait plus chaude que le centre du Soleil, serait effectivement vaporisée
tandis que toute personne dans un rayon de 1,2 km serait exposée à une dose de radiation ionisante équivalente à 500 REM. Une dose de cette taille serait équivalente à 500 scanners corporels complets délivrés en une seule fois et serait fatale pour la plupart des gens en un mois, et causerait un cancer terminal pour au moins 15% de ceux qui survivraient au-delà de cela. Et en ce qui concerne la plus grosse bombe, Fatman, si elle était détonée au-dessus, disons, de Paris, la boule de feu nucléaire qui en résulterait s'étendrait sur 200 mètres dans toutes les directions. La zone de radiation mortelle aurait un rayon de 1,3 km, soit 0,8 miles, et au total, l'explosion entraînerait plus de 200 000 victimes et près d'un demi-million de blessés. Toute personne à moins de 2,2 km de l'épicentre subirait presque immédiatement des brûlures de 3e degré à cause du rayonnement thermique. Effrayant, non? Eh bien, cela n'était rien, comparé aux capacités destructrices des armes nucléaires modernes. Les armes nucléaires modernes sont à un tout autre niveau, utilisant à la fois une étape primaire, comme un puits de plutonium, pour créer une réaction de fission, et une étape secondaire qui crée une réaction de fusion. Lorsqu'une ogive contient ces deux composants, elle devient un dispositif thermonucléaire, ou ce qui est plus communément appelé une bombe à hydrogène. Pour vous donner une idée rapide de la différence d'échelle dont nous parlons ici, souvenez-vous que le rendement explosif de Little Boy était d'environ 15 kilotonnes de TNT. Comparez cela maintenant à une bombe à hydrogène, B-83. Actuellement, l'arme thermonucléaire la plus puissante de l'inventaire américain, qui a un rendement explosif de 1-2 mégatonnes. C'est 1 200 000 tonnes de TNT, soit 80 fois plus puissant que Little Boy. Pourquoi avons-nous donc de telles bombes massives? Dans les années 1940, le président américain Harry Truman a décidé, pour des raisons de sécurité nationale, que les États-Unis devaient avoir les bombes les plus puissantes. Et donc, il a ordonné à la Commission de l'énergie atomique de continuer à travailler sur toutes les formes d'armes à énergie atomique, y compris ce qui était à l'époque la bombe à hydrogène hypothétique ou les soi-disant superbombes. Désireux de rester en avance sur la Russie, la première bombe à hydrogène américaine a été testée avec succès à l'atoll d'Inutjuk, dans l'océan Pacifique en 1952. Mais l'ancienne URSS n'était pas loin derrière, testant son premier dispositif thermonucléaire. Seulement un an plus tard, la course à l'armement, vers des armes de plus en plus puissantes, s'est intensifiée seulement à partir de là, croissant de manière significative. Vous constaterez qu'une course pour fabriquer la plus grosse bombe a suivi. Ce n'est pas la plus grosse bombe qui devrait vous effrayer. Ce sont les petites bombes nucléaires tactiques qu'un seul soldat pourrait transporter qui sont vraiment terrifiantes. Mais regardons d'abord les grosses bombes. En 1961, ce qui était alors l'Union soviétique, avait développé et testé une ogive d'environ 60 mégatonnes, connue sous le nom de Tsar Bomba. Lorsqu'elle y a été testée, l'éclair pouvait être vu à plus de 1000 km de distance. Alors que le nuage en forme de champignon qu'elle a produit s'élevait à une hauteur de 67 km, le verre des fenêtres a éclaté à 772 km de distance. Alors que l'onde de choc a fait le tour du globe 3 fois, accompagnée d'une onde sismique qui a ondulé à travers la croûte terrestre. Cette fois, en utilisant la Tsar Bomba, regardons une autre hypothèse. Si une ogive de cette taille, de plus ou moins 60 mégatonnes, devait être détonée au-dessus, disons, de Londres, pratiquement tous les organismes biologiques, dans un rayon de près de 3 miles, seraient presque instantanément vaporisés. Tout être vivant dans un rayon de 2 miles serait exposé à une dose mortelle de radiation. Et une vague de radiation thermique incandescente se propagerait sur 37 miles dans toutes les directions, provoquant des millions de brûlures au 3e degré. Le nombre total de décès, près de 5,8 millions. L'échec des États-Unis à atteindre leur but d'avoir la bombe la plus imposante, nous allons l'expliquer plus tard, n'a pas été prouvé être la chose la plus effrayante à avoir. Le plus grand engin nucléaire jamais testé n'était pas non plus à négliger. C'était une ogive de 15 mégatonnes, connue sous le nom de Castle Bravo. Cependant, l'arme la plus grande qu'il n'ait jamais été produite était une ogive de 25 mégatonnes, appelée B-40, et un depuis longtemps déclassé. En son temps, on pensait que le B-40 et 1 était l'arme thermonucléaire la plus efficace en termes de rendement explosif et de poids total. Alors, quelle était la taille de ces bombes? Tchapokev. Disons que nous avons pris Castle Bravo et l'avons fait exploser, cette fois au niveau du sol, au centre de Moscou. Plus de 3,6 millions de personnes seraient tuées. La boule de feu nucléaire, qui est plus chaude que le centre du Soleil, ne l'oubliez pas, incinérerait tout dans toutes les directions sur 3,7 km. Les fenêtres éclateraient dans un rayon de 29 km.
Et en fonction du vent, les retombées nucléaires contamineraient une zone de plus de 259 000 km², soit une zone de la taille de l'État du Colorado. Et ainsi de suite. Et à la fin des années 1980, les différentes nations nucléaires du monde avaient accumulé dans leurs arsenaux combinés environ 40 000 dispositifs thermonucléaires. Heureusement, ce nombre a été grandement réduit, ainsi que le rendement global des bombes individuelles actuellement déployées. Mais lesquelles sont les plus effrayantes? Nous devons nous le demander. Des armes à grande échelle comme la Tsar Bomba, qui étaient presque impossibles à déployer, ou nos soi-disant armes nucléaires tactiques modernes, également appelées armes nucléaires de champ de bataille ou non stratégiques, qui ont été spécifiquement conçues pour être déployées presque partout, à court préavis, dans le théâtre de bataille, en temps réel. Contrairement aux armes nucléaires stratégiques, qui peuvent être déployées à travers les continents, et qui ont été conçues pour être utilisées contre les villes, les usines et autres cibles de grande surface pour endommager la capacité de l'ennemi à faire la guerre. Les armes nucléaires tactiques ont tendance à avoir des portées plus courtes, généralement moins de 500 km, et peuvent être déployées par des navires, des avions ou même des forces terrestres. Malgré leur portée généralement courte, mais en plus de leurs options de livraison polyvalentes, ces armes peuvent également avoir un rendement explosif allant jusqu'à 50 kilotonnes. Ces armes suscitent une grande peur car elles sont souvent perçues comme plus faciles à utiliser que leurs prédécesseurs. Mais quelle est la probabilité que ces armes soient jamais utilisées dans un véritable combat? Avant même la fin de la guerre froide, les États-Unis et la Russie avaient entamé l'élimination de diverses armes nucléaires tactiques. Mais la guerre de la Russie contre l'Ukraine a ravivé les craintes de nombreuses nations, y compris les États-Unis. En fait, peu de temps après l'invasion russe, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle avait une équipe d'experts travaillant avec l'OTAN sur un plan d'urgence. En fait, juste au cas où Poutine déciderait de déployer des armes nucléaires ou chimiques contre l'Ukraine ou ses alliés. En général, l'utilisation réaliste d'armes nucléaires à courte portée sur le champ de bataille a longtemps été un sujet de débat et la cible d'un scepticisme sain. Un dispositif nucléaire tactique peu évoqué, développé par les États-Unis, qui est devenu connu sous le nom d'Atomic Annie, était une grande pièce d'artillerie qui a été déployée en Europe dans les années 1950. C'était la première fois que les États-Unis déployaient une ogive nucléaire à courte portée d'une distance de 18 miles. Cela semble terriblement proche, surtout lorsque nous nous souvenons que le bombardier B-29 Enola Gay, qui a largué une ogive comparative de 15 kilotonnes sur Hiroshima, pouvait voler et livrer sa charge à une cible située presque 2900 miles plus loin, et avoir encore assez de carburant pour retourner à sa base. Les États-Unis ont également développé un dispositif qui est devenu connu sous le nom de Ogive Davy Crockett, qui avait un rendement explosif de seulement 21 000 tonnes et qui pourrait être tiré d'un fusil sans recul sur des cibles à environ 2,5 miles de distance. Mais attendez, il y a plus. Il y avait aussi la munition spéciale de démolition atomique B-54 ou SADM, le dispositif nucléaire tactique à la portée la plus courte jamais conçue, auquel les soldats des unités d'ingénieurs de l'armée et des forces spéciales, ainsi que certains Navy SEALs et Marines sélectionnés étaient formés à porter sur leur dos, en parachute ou en plongée sous-marine. Derrière les lignes ennemies, ils laisseraient ensuite ces bombes nucléaires à dos pour éliminer les installations stratégiques ou rendre de grandes zones de terre inhabitables en raison de fortes doses de radiation. Manquant probablement de volontaires pour transporter ces armes, les États-Unis ont fini par remplacer celles-ci et d'autres options nucléaires moins faisables par des configurations tactiques courantes, principalement des ogives sur des roquettes de courte portée. Heureusement, la rationalité finirait par l'emporter, dans une certaine mesure, du moins. Et alors que l'enthousiasme initial de la guerre froide pour les armes nucléaires tactiques commençait à s'estomper, même si les bombes conventionnelles devenaient plus puissantes, les États-Unis et la Russie ont tous deux continué à retirer la plupart de leurs armes nucléaires de champ de bataille de leurs arsenaux respectifs. Les États-Unis ont réduit leur inventaire global, passant d'environ 9000 armes en 1999 à environ 230 aujourd'hui, toutes étant des dispositifs conçus pour être déployés à partir d'avions de chasse tactiques. Et même si tous les principaux services militaires de la Russie ont continué à maintenir des armes nucléaires tactiques, leur nombre d'armes nucléaires de champ de bataille en circulation a également diminué de manière spectaculaire. D'un nombre compris entre 13 000 et 22 000 à la fin des années 1980 à moins de 2 000 aujourd'hui, est peut-être un signe que toutes sortes d'armes nucléaires sont en voie de disparition. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas plein d'autres grosses bombes à utiliser. À ce propos, comment se comparent les armes conventionnelles modernes? En étudiant la plus puissante bombe conventionnelle jamais employée au combat,
on constate qu'elle est légèrement plus puissante que celle des États-Unis et de la Russie. Les États-Unis ont un rendement explosif de 11 tonnes de TNT, officiellement nommé Blue 82 ou Moab explosion aérienne massive de munitions, mais également surnommée la mère de toutes les bombes en raison de sa taille immense. Cette bombe a été utilisée pour la première fois au combat par l'US Air Force, en Afghanistan, en avril 2017. Contrairement à d'autres grosses bombes, la Moab, qui mesure 30 pieds de long et pèse plus de 21 000 livres, a été conçue non pas pour pénétrer, mais pour créer une énorme pression sur l'air. Capable d'éliminer des cibles légères à moyennes sur de larges zones ou cachées dans des espaces confinés, comme des canyons profonds ou des systèmes de grottes, couramment utilisés par les talibans en Afghanistan. Après la Seconde Guerre mondiale, l'US Air Force a également développé quelque chose appelé le T-12 Cloudmaker, une bombe de démolition de 20 000 kg ou 44 000 livres qui transportait une charge explosive plus grande que la Moab, mais qui n'a jamais été utilisée au combat. Mais attendez, il y a un autre type d'arme de destruction massive que nous n'avons pas encore discuté, et elle est horrible. L'arme incendiaire inventée en 1942 a en réalité tué plus de citoyens japonais pendant la Seconde Guerre mondiale que Fat Man et Little Boy réunis. Au total, 4 mois avant les bombardements atomiques, 66 villes japonaises ont été bombardées avec cette substance. Lors de l'attaque sur Tokyo uniquement, environ 100 000 personnes ont été tuées, des dizaines de milliers d'autres étant gravement blessées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un besoin d'une arme incendiaire plus efficace à utiliser pour les missions de bombardement aérien. Donc les scientifiques aux États-Unis ont été chargés de développer une substance qui pourrait créer des incendies intenses, capables de détruire une variété de cibles ennemies. Ils ont commencé à expérimenter avec diverses combinaisons de produits chimiques, et un chimiste organique de Harvard, nommé Julius Pfizer, a finalement trouvé la combinaison d'acide naphthénique et d'acide palmitique qui a abouti à ce qui était essentiellement un agent épaississant pour l'essence. En épaississant l'essence, cet agent est devenu une substance collante et gélatineuse qui, lorsqu'elle est pulvérisée à partir d'un lance-flamme, adhère aux cibles lors de l'impact, rendant difficile l'extinction des incendies qui en résultent. Et lorsqu'il était largué d'un avion, il créait d'énormes tempêtes de feu incontrôlables, particulièrement efficaces pour détruire les structures en bois qui constituaient l'essentiel de Tokyo en 1945 Ponsangsi. C'est bien ça, nous parlons de napalm. Après le napalmage enthousiaste de Tokyo, les mitrailleurs de queue sur les B-29 qui ont largué, les bombes ont signalé avoir vu une lueur rouge de la ville en flammes, à 150 miles de distance, comme un enfer ouvert de flammes, et la fumée s'élevait à près de 18 000 pieds au-dessus de la ville en flammes, presque la même hauteur à partir de laquelle d'autres bombes conventionnelles sont généralement larguées. De 1h30 à 3h du matin, durant la nuit, plus de 300 B-29 ont déversé environ 500 000 bombes incendiaires M69 sur la ville endormie, regroupée en groupes de 38 bombes. Dès leur libération à environ 5000 pieds, chaque groupe disperserait à l'impact des bombes contenant un liquide enflammé dans toutes les directions. Dans certaines zones de la ville, les incendies incontrôlables ont atteint des températures d'environ 1800 degrés Fahrenheit. Malgré ces scénarios apocalyptiques qui se sont déroulés à travers le Japon, et même s'il a également été généreusement utilisé pendant la guerre, le napalm n'a vraiment attiré l'attention du grand public que pendant la guerre du Vietnam. Cela était dû en grande partie à la couverture télévisée des nombreux événements horrifiques se produisant au Vietnam, y compris l'utilisation du napalm. L'indignation a éclaté à travers le monde, et en conséquence, des accords internationaux, y compris la Convention de 1980 sur certaines armes conventionnelles, ont été mis en place pour restreindre l'utilisation du napalm, surtout dans les zones peuplées d'eau de civils. Et depuis, le napalm et des armes incendiaires similaires ont continué à faire l'objet de nombreux débats et examens internationaux, avec son dernier usage signalé au combat par les États-Unis lors de la guerre du Golfe. Les bombes qu'ils ont utilisées à l'époque, bien qu'elles soient appelées napalm, contenaient en réalité une version améliorée de la substance originale. Oui, le napalm est tout mauvais, mais comparé à une seule ogive nucléaire de mégatonnes, ou peut-être à des centaines frappant simultanément les grandes villes d'une nation donnée, c'est juste une distraction enflammée. Ce qui est possible maintenant, et qui n'a jamais été possible dans le passé, pas avec une autre arme, c'est l'extinction complète de la race humaine. Ce qui fait de notre manque de progrès vers la dénucléarisation mondiale une pensée effrayante. Poutine a déjà clarifié sa position lorsqu'il a suspendu la pleine participation de la Russie au New START. Et bien qu'il n'ait fait aucune menace directe, ses déclarations et actions ambiguës en Ukraine ont laissé de nombreuses nations se demander « pourrait-il vraiment le faire ?»
c'est-à-dire déployer des armes nucléaires tactiques sur un champ de bataille moderne. La Corée du Nord n'a pas coopéré non plus. En fait, Kim Jong-un a décidé de réduire à néant toutes les espérances de dénucléarisation et a commencé à développer ses capacités nucléaires et ses missiles à longue portée à la place. Il a clairement indiqué que le régime est désormais une puissance nucléaire permanente et que Washington, ainsi que le reste du monde, doit le traiter comme tel. La stratégie de la Corée du Nord pour ce mouvement a été de forcer le monde à passer outre la question « devrait-elle être autorisée à avoir des armes nucléaires ?» à directement « combien devrait-elle être autorisée à en avoir ?» L'actuelle direction a également annoncé qu'elle prévoyait de développer de nouvelles armes tactiques plus meurtrières qui pourraient inclure des missiles à tête multiple avec des ICBM à combustible solide pour les livrer. L'escalade violente récente du conflit en cours entre l'État d'Israël et le Hamas, qui se déroule actuellement à Gaza, a également suscité de nouvelles inquiétudes concernant l'éventuelle utilisation par Israël d'armes nucléaires contre l'un de ses nombreux ennemis. La direction israélienne n'a fait aucune menace, mais un sentiment de mystère entoure toujours le programme nucléaire du pays, qui a suscité des questions de la part de nombreux experts militaires internationaux, principalement parce qu'Israël a constamment évité de s'engager dans des accords internationaux liés à la non-prolifération nucléaire, comme le TNP, et ne s'est pas soumis à des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La position officielle du gouvernement israélien concernant ses capacités nucléaires n'est ni une confirmation ni un déni, et l'information sur le programme nucléaire israélien est souvent basée sur des rapports non officiels et des estimations. Ce qui ici est peut-être plus préoccupant, c'est le statut nucléaire incertain de l'Iran, le némésis d'Israël au Moyen-Orient. Ce n'est que récemment que le programme nucléaire de l'Iran a atteint un stade où il pourrait potentiellement enrichir suffisamment d'uranium en quelques semaines pour construire 5 armes de fission. Il est aussi à noter que pour être une menace nucléaire crédible, l'uranium de l'Iran nécessite un traitement supplémentaire. Ils auraient également besoin d'acquérir ou de construire les composants nécessaires à la militarisation, un processus qui pourrait prendre de plusieurs mois à plus d'1 an. Si quelque chose est sûr, c'est que l'avenir de la prolifération nucléaire ressemble à un puzzle complexe. Tout dépend de la manière dont les différentes motivations de nombreuses nations différentes se rejoignent ou non. Et peut-être que la plus grande pièce de ce puzzle est la volonté de tous les États possédant des armes nucléaires de renoncer à leurs arsenaux respectifs. Cela semble être le véritable test pour savoir si une nation est sérieuse quant à rendre le monde sûr face à un holocauste nucléaire. Mais cela nécessitera une diplomatie sérieuse, des discussions continues, ainsi que la signature de traités et la conclusion d'accords entre tous les États dotés de l'énergie nucléaire. Il ne s'agit pas seulement de pays individuels, ce sera un effort d'équipe mondiale. L'ensemble de la communauté internationale doit travailler ensemble pour relever les défis complexes que posent les armes nucléaires. Mais qu'en pensez-vous? Y a-t-il une place pour les armes nucléaires dans la guerre moderne? Ces armes deviennent-elles Trop puissantes? Comment leur création, possession et distribution devraient-elles être contrôlées? Regardez maintenant, ces États ont été conçus pour être sacrifiés en cas de Troisième Guerre mondiale, ou le plan de survie de l'apocalypse du gouvernement américain révélé.